Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Shalom Aleichem, bienvenue donc pour cette nouvelle édition de la rubrique Science et Torah. On va se pencher donc aujourd'hui au travers de ce titre un peu provocateur sur ces fameux ossements qu'on nous exhibe régulièrement comme preuve de la théorie de l'évolution. On retrouve des ossements et on les date avec du carbone 14, au carbone 14, au strontium, à l'argon. On date également des troncs d'arbres avec la dendrochronologie. Qu'est-ce qui se cache derrière tous ces noms barbares des nations scientifiques? Tout simplement des procédés de datation. Bon, avant toute chose, il faut préciser effectivement que ce genre de rubrique n'aurait pas sa place dans une rubrique Science et Torah, parce que fondamentalement, comme la théorie de l'évolution, tout ce qui touche de près ou de loin au système de datation est plus en fait de nature, disons, appartenant au débat scientifique qu'au débat Science et Torah. Fondamentalement, si vous voulez, tout ce qui touche à la datation touche en fait au domaine de l'extrapolation. Alors, en deux mots, on va préciser les choses de la manière suivante. Les scientifiques, quand ils veulent interpréter un phénomène, mais qui n'ont pas de données observables, ne peuvent procéder que de deux manières. Soit par des données dites d'interpolation, soit par des données dites d'extrapolation. L'interpolation, elle consiste à déterminer deux bornes. Par exemple, un phénomène de chaleur à 1 degré, un phénomène de chaleur à 100 degrés, et observer ce qui se passe à 0 degré ou à 100 degrés, et dire qu'entre 0 et 100 degrés, il se passera tel et tel phénomène. On est tous d'accord pour dire que cette méthode qui s'appelle l'interpolation a une certaine précision. Alors, il y a une autre méthode, c'est la méthode de l'extrapolation. De quoi il s'agit? On détermine qu'entre 1 degré et 100 degrés, il se passe tel phénomène, et donc on va dire qu'entre 100 et 200 degrés, il se passe tel phénomène, parce qu'entre 1 et 100 degrés, il se passe tel et tel phénomène, et on va comme ça extrapoler jusqu'à des millions de degrés, jusqu'à 100 millions de degrés, jusqu'à des milliards de degrés. Vous êtes tous d'accord avec moi que la méthode d'interpolation est beaucoup plus précise que la méthode d'extrapolation. C'est exactement ce qui se passe sur la datation. On arrive aujourd'hui à observer des phénomènes en soumettant donc des objets, des ossements, des squelettes, toutes sortes d'objets, à donc des méthodes d'investigation basées sur l'argon, donc la décomposition de l'argon, ou la décomposition du carbone 14, on ne le fait plus tellement aujourd'hui, le carbone 14 aujourd'hui est complètement passé de mode, ou alors au strontium, et en fonction donc de la décomposition des éléments radioactifs, de la vitesse et de la manière dont se passe la décomposition des éléments radioactifs, on arrive à dater donc l'objet qui est soumis donc à cette tentative de datation. Mais en vérité, on n'arrive à rien. En vérité, ce qu'on arrive à dire, c'est tout simplement que si la décomposition des éléments radioactifs de tel ou tel objet donc se produit sur telle ou telle durée, c'est donc que sur des millions d'années, elle s'est produite de telle ou telle manière. C'est-à-dire qu'en vérité, on est sur l'extrapolation. On observe un phénomène sur une durée très courte, décomposition d'un élément radioactif, et on extrapole en posant encore une fois, comme on l'a dit dans Judaic Park sur nos amis les dinosaures, je vous renvoie à cette rubrique, on posera donc que la théorie de l'évolution étant vraie, et donc supposant que le monde a 4 milliards et demi d'années, et donc supposant que l'apparition de la vie et le développement de la vie et l'épopée de la vie s'est déroulée sur plusieurs centaines de millions d'années, on va donc supposer, en extrapolant à partir de ce qu'on observe ici sur cette petite séquence temporelle, sur la décroissance des éléments isotopiques, on va extrapoler en disant que sur des millions d'années, il s'est passé tel ou tel phénomène. Où se trouve le piège dans cette méthode? Le piège est très simple. C'est qu'il suffit que les conditions climatiques changent pour que cette décroissance supposée, continue, tranquille, n'ait pas été continue, n'ait pas été tranquille. Autrement dit, lorsque par exemple le récent tsunami a eu lieu au Japon, quand ce tsunami a eu lieu, on a observé effectivement une baisse de la température de l'atmosphère à cet endroit-là, comme on l'a observé lors de l'éruption du volcan Sainte-Hélène, comme on l'a observé plus récemment avec le volcan finlandais, on s'est rendu compte que non seulement les conditions climatiques changent, la température change, et donc la faune va subir des modifications. Donc dire, quand on observe, en prenant un os, dire qu'en le soumettant à un examen au carbone 14, ou au strontium, ou à l'argon, et en observant une décomposition des éléments radioactifs présent sur ou dans cet objet que on peut extrapoler en disant que cet objet a des millions d'années, c'est dire un mensonge. C'est dire une chose qu'on ne peut pas dire. C'est dire une extrapolation qui repose, encore une fois, sur un présupposé idéologique qui est que la théorie de l'évolution est vraie. C'est la raison pour laquelle, si vous allez sur Internet, vous aurez la surprise de découvrir, mais il faut le lire entre les mots,
il faut être intelligent, parce que les encyclopédies qui parlent sur Internet sont des encyclopédies évolutionnistes. Mais même, vous verrez qu'on vous dira toujours que les durées de demi-vie, c'est-à-dire les temps de décomposition de ces éléments radioactifs, n'ont aucune précision au-delà de 5000, 7000, 8000 ans, vous diront-ils. Et on ne peut rien dire au-delà de 35 000 ou 50 000 ans, notamment pour le carbone 14, et même encore pour l'argon ou pour le strontium. On ne peut rien dire de sûr, entre guillemets, je mets ces mots-là entre guillemets, au-delà de 35 000 et 50 000. En vérité, on ne peut rien dire de sûr au-delà de l'extrapolation. Parce que quand on extrapole, on est toujours obligé de rentrer des paramètres. Toute extrapolation repose sur le fait de rentrer des paramètres. Ou au contraire, le refus d'inclure des paramètres. Si par hasard le scénario de l'évolution n'était pas vrai, si par hasard l'homme ne descendait pas du singe, si par hasard nous ne venions pas d'une algue marine, et si par hasard les amis de Darwin, à savoir Charles Lyell et Holmes, qui sont les fondateurs donc, de ces échelles stratigraphiques et de ces procédés de mesure, et si tous ces gens-là étaient des amis de Darwin, qui avaient envie que Darwin ait raison, sans avoir la preuve que Darwin ait raison, et que donc, par conséquent, tout le système de datation ne soit basé que sur l'idée que finalement la théorisation est vraie. Peut-être qu'en vérité, tout ça est faux. Comme on l'a expliqué dans Judaic Park, lorsqu'on a parlé du déluge, eh bien, il est parfaitement possible que cet événement traumatique, sur lequel tout le monde est d'accord, qui apparaît dans 247 civilisations, qui s'appelle le déluge, mais que les évolutionnistes vont dater de 65 millions d'années, qui pour nous s'est passé il y a 4000 ans, eh bien, il est parfaitement possible que cet événement-là ait changé complètement les conditions climatiques et constitue en quelque sorte une barrière infranchissable à toute extrapolation quand on essaye d'examiner, d'observer les phénomènes de fonte ou de disparition des éléments radioactifs qui permettraient, entre guillemets, de dater un objet. Donc, en un mot, pour résumer ce que nous venons de dire, lorsque nous trouvons un os sous terre, eh bien, cet os ne peut rien dire. Parce que la seule chose que l'on puisse faire dire à cet os, c'est effectivement qu'il a subi des phénomènes de perte d'éléments radioactifs. C'est tout ce qu'on peut lui faire dire. Mais la vitesse à laquelle ça s'est passé, comment ça s'est passé, quels sont les traumatismes qu'il a dû subir, ça on ne peut pas dire. Mais en fait, on va aller un petit peu plus loin. La plupart des scientifiques sérieux aujourd'hui qui se penchent sur ce phénomène vous diront tous la même chose. C'est assez étonnant de voir que tous ces ossements, on les découvre en général dans des amas où on retrouve des ossements de dinosaures, de singes, de poissons qui semblent s'être donné rendez-vous dans des endroits où ils n'avaient rien à faire ensemble. Alors on retrouve dans les Rift Valley, ça s'appelle Rift Valley, au Tchad, en Afrique, un petit peu partout en Afrique, en Rhodésie, à Entebbe, là où les Israéliens sont arrivés, aux États-Unis, un petit peu partout, on retrouve comme ça des cimetières de dinosaures, de poissons, de singes, d'hommes qui semblent s'être donné rendez-vous ici dans une espèce de ruée complètement désordonnée, sans qu'on comprenne ce qu'ils sont venus faire ici, parce que leur instinct de survie aurait dû les faire repartir. Pourquoi est-ce qu'ils sont tous venus ici? Alors le Malbim répond à cette question. Le Malbim, c'est un des commentateurs de la Torah. Il dit qu'au moment du déluge, il y a tout simplement d'immenses vagues qui se sont soulevées et qui ont ensuite reflué et attiré évidemment dans leur sillage tous les êtres vivants donc, qui se sont noyés au moment du déluge. C'est la raison pour laquelle, à quelques kilomètres sous terre, on va retrouver donc des amas, comme ça, d'ossements. Et effectivement, on retrouve en général toujours des traces de raz-de-marée et même des traces d'éruptions volcaniques au-dessus. Ce qui est absolument extraordinaire. Ça veut dire que dans tous ces sites où on prétend retrouver des ossements qui auraient des millions d'années, on retrouve très exactement les éléments du scénario du déluge. Sauf qu'une fois de plus, pour les dater, on va avoir recours à un moyen de travail qui est un moyen totalement arbitraire. Alors je vous renvoie sur Internet à une étude très sérieuse qui a été faite par une madame qui s'appelle Madame Gastuche, qui s'appelle « La datation des aires géologiques remise en question ». Il y a là-bas c'est en 3 chapitres. Alors la question que vous allez me poser, vous allez me dire, il y a Madame Gastuche, mais en face de Madame Gastuche, il y a des milliers de scientifiques, parce qu'eux aussi, ils ont des choses à dire. D'accord? Mais avec Madame Gastuche, il y a aussi des milliers de scientifiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un débat chez les scientifiques. C'est un débat qu'on vous cache, parce qu'il y a des clergés scientifiques, d'accord? Il y a des clergés scientifiques partout. En France, il y a le CNRS. Avant le CNRS, quand le clergé, c'était l'Église, il y avait l'Inquisition. Aujourd'hui, le clergé, il est laïque, donc c'est le CNRS, d'accord? Le Centre national, donc, de refus de la vérité scientifique. On rajoute un V. D'accord? Donc tout simplement il y a un débat chez les scientifiques aujourd'hui sur la pertinence de ces moyens de datation. C'est-à-dire que tout débat aujourd'hui qui voudrait s'intéresser à l'origine du vivant, au développement du vivant, à l'épopée du vivant, doit quand même être basé sur des données scientifiques, sur des données scientifiques sérieuses. Or, il n'y a pas aujourd'hui de données scientifiques sérieuses et si vous voulez, sûres et reconnues,
qui permettent d'abord d'attester au niveau de la datation, c'est-à-dire au niveau de la visibilité, qu'effectivement nous avons tous quelques centaines de millions d'années. On n'a pas ces éléments de manière sûre. On ne les a pas. Mais quand on va même un petit peu plus loin, on se rend compte que les scientifiques qui eux-mêmes se sont penchés sur cette question disent eux-mêmes que c'est extrêmement difficile de se livrer à un travail de datation à partir de ces éléments. Je vous cite ici une citation, qui n'est pas une citation extraite de son contexte, comme le diront les sceptiques, une citation qui va exactement dans le sens de ce qu'on veut dire. Une citation tout à fait sérieuse, par exemple, qui vient de Fichte, Hawker et Miller en 1978, qui étaient des scientifiques qui ont été confrontés aux problèmes de terrain. C'est pas aux problèmes idéologiques de la théorie de l'évolution quand on en débat dans des académies ou dans des écoles. C'est des gens qui vont sur le terrain et qui cherchent, c'est-à-dire qui les trouvent, ces ossements, et qui travaillent dessus. Qu'est-ce qu'ils disent? La chose suivante. Il est important de se rendre compte que l'exactitude des âges obtenus par ce moyen, c'est ces moyens de recherche, dépend de l'intégrité et de l'état de préservation des enregistrements isotopiques. Je précise ce que ça veut dire. L'intégrité de l'état de préservation des enregistrements isotopiques, ça veut dire qu'il ne faut pas que l'os qu'on a dans la main ait été victime d'une catastrophe climatique. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord qu'il y en a eu des catastrophes climatiques. On peut les constater tous les 20 ans, il y en a des catastrophes climatiques. D'accord? Donc on ne peut rien dire. D'accord? Pourquoi? Parce que ces catastrophes climatiques, qu'est-ce qu'elles font? Elles changent les facteurs mentionnés ci-dessus, elles travaillent donc à l'altération des minéraux constitutifs. En un mot, quand il y a une catastrophe climatique, les minéraux qu'on va observer et à partir desquels on va essayer de dater l'ossement, l'objet ou autre, etc., ils sont complètement impossibles à dater puisqu'ils ont été victimes d'un bombardement qui a complètement changé leur composition et donc la possibilité de pratiquer ce qu'on appelle donc ces enregistrements isotopiques, simplement de savoir à quelle fréquence de disparition obéissent donc les éléments radioactifs qui se trouvent à l'intérieur. Il continue après. Les deux principaux outils de la géochronologie. Les deux principaux outils de la géochronologie, c'est-à-dire l'enregistrement isotopique, c'est l'étude des éléments radioactifs, et la stratigraphie, c'est-à-dire la couche géologique dans laquelle on a trouvé l'objet, dont on a déjà expliqué le manque de validité dans d'autres rubriques, eh bien ces deux principaux outils de la géochronologie sont complètement faillibles, et le mieux et de les utiliser conjointement et non de les opposer. Ce qui signifie que quand on les utilise conjointement, on arrive à un vrai résultat. À savoir que l'enregistrement isotopique est extrêmement difficile à utiliser et que la présence d'un objet dans une couche géologique ne veut rien dire. Parce que la présence d'un objet dans une couche géologique, elle veut simplement dire que cet objet a été laissé ici au moment où s'est produite la grande catastrophe climatique dont tout le monde parle. Mais dans d'autres endroits où on va trouver, dans des couches où on devrait trouver que des algues marines, on va trouver des objets fabriqués par des humains, ou alors on va trouver dans des couches où on devrait trouver que des poissons, on va trouver des restes de dinosaures, on est bien conscient que toutes ces dizaines d'endroits dans lesquels on retrouve ce genre de mélange de méli-mélo témoignent du fait qu'il y a eu une catastrophe climatique. Et donc par conséquent, les couches géologiques ne veulent absolument rien dire. Elles veulent simplement dire, en règle générale, qu'il y a eu une catastrophe climatique, et que précisément, on ne peut pas dater un objet à partir de sa présence dans une couche géologique. Quant à son enregistrement isotopique, c'est-à-dire sa réactivité aux éléments radioactifs, elle ne veut rien dire, sauf si on extrapole en se basant sur la théorie de l'évolution et en la posant comme étant vraie. En un mot commençant, ce que nous dit aujourd'hui ce débat scientifique entre ceux qui pensent que les méthodes de datation sont totalement imprécises et totalement faillibles, et ceux qui pensent qu'on peut les utiliser, ce que ces débats nous disent, c'est la chose suivante. Il n'y a pas aujourd'hui de consensus chez les scientifiques sur une validité à 100% des phénomènes de datation. Ça veut dire que quand vous entendez qu'un objet a 100 millions d'années, vous entendez en fait une personne vous dire « j'ai extrapolé en tenant compte du fait que l'évolution est vraie ». Ce qui reste à discuter. À très bientôt.